Nous accordons la parole à Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean Berkmans Laban Alassane Yabar, pour son mot de circonstance. Distingués invités, au moment où l'expérience de la justice pénale internationale, particulièrement en Afrique, se trouve à la croisée des chemins, on ne peut qu'apprécier la pertinence et l'opportunité de la présence matinée académique. En d'autres mots, la justice pénale internationale est devenue un lieu d'affrontement idéologique entre les tenants du monde, où le droit est un moyen au service de la paix, une arme de la civilisation d'une part, contre ceux qui, d'autre part, croient que ce droit, tel qu'il est mis en œuvre, releverait plutôt et simplement de la démonstration des rapports de force dans les relations internationales, étant donné que certains peuvent tomber dans ces filets et d'autres non. Je suis persuadé que les uns et les autres ont les arguments sérieux à faire prévaloir et que les orateurs de ces jours ne manqueront pas de le relever dans leurs exposés respectifs. Mon vœu le plus sincère est qu'elle concourt à la visibilité de notre alma mater, tant que sur le plan national qu'international. Je souhaite à tous un échange fructueux et constructif. Qu'en est-il alors, s'agissant de cette aventure fabuleuse chargée d'espoir et de doutes, des réalisations palpables et des tentatives avortées, laquelle aventure consiste à poursuivre, juger et au besoin réprimer les personnes coupables de violations des règles de droit international applicables en temps de guerre. Autrement dit, cette aventure traduit-elle une justice d'effort ou constitue-t-elle le triomphe de la justice dans le monde contemporain? Très concrètement, les continents africains, déchirés par des conflits de tout genre depuis des décennies, dont les conséquences funestes révoltent la conscience de chaque âme sensible, on ne peut pas s'en douter, a-t-elle quelque chose à gagner ou, selon les cas, à perdre au vu des conditions actuelles où se concrétise, tant peu soit-il, la justice pénale internationale? Une justice, dit-on, à deux vitesses, dont les seuls acteurs ne viennent que de l'Afrique, mais pour être jugés sur le continent européen par des juges émanant même des États qui n'ont pas reconnu la compétence de la CPI ou l'ont reconnue timidement avec autant de précautions. Un étudiant en master en Sciences Po à Paris, Vincent Rouget pour ne pas le citer, s'indignait récemment de l'attitude de la CPI en écrivant « Là où les bas blessent le plus à mon avis, c'est lorsque la CPI ne s'attaque qu'aux auteurs des forfaits et d'exactions qui ne sont pas originaires d'Afrique. C'est lorsque la CPI ne s'attaque pas aux auteurs des forfaits et exactions qui ne sont pas originaires d'Afrique, Israël, ISA et autres puissances, dont lors des opérations impérialistes ou ingérencières. La question est devenue encore plus embarrassante pour la CPI en général et les promoteurs de la justice pénale internationale, dont notamment nos deux conférenciers en particulier, depuis que les autorités palestiniennes ont déposé une plainte contre les responsables israéliens pour crimes de guerre commis par l'armée israélienne en juin-juillet 2014 en Palestine, dans le contexte de l'opération militaire appelée Bordure protectrice. Et en partant du fait que la Palestine, bien que n'étant pas encore un État au sens fort du droit international, bien que n'étant pas partie au statut de Rome, a néanmoins déposé une déclaration de compétence de la CPI en 2009, on s'attend à voir la Cour exercer sa compétence. Mais à défaut que les conseils de sécurité fassent de même comme pour les cas au Soudan, dans sa résolution 1593 de 2005, en déférant au procureur la situation dans la bande de Gaza. On peut dire que l'heure de vérité a sonné pour la CPI. Cette institution est exposée à un risque de discrédit réel si elle n'agit pas dans le sens de balayer le scepticisme qui envahit de plus en plus les esprits sur sa légitimité en tant que véritable outil au service du combat contre l'impunité. Mais le problème est que 3 membres du Conseil de sécurité qui possèdent les droits de veto, à savoir la Russie, la Chine et les États-Unis, n'ont pas toujours signé le statut de Rome, et même s'ils sont suspectés d'avoir commis des crimes graves de droit international, ils sont toujours totalement à l'abri d'une moindre enquête de la CPI.
Le problème est encore grave dans la mesure où ces États sont idéologiquement situés et donc chacun d'eux soutiennent forcément et d'ailleurs sans gêne l'un ou l'autre des États à qui il est reproché des violations graves du droit international. La Russie pour la Syrie, les États-Unis pour Israël. Paradoxalement, ces pays et bien d'autres n'ont pas hésité à saisir la CPI au nom de leurs objectifs politiques, dans le cas du Soudan, un pays africain. Et même plus grave encore, les États-Unis ont financé les investigations nécessaires à la procédure et à l'inculpation du président soudanais Omar al-Béchir. Pour tout dire, la justice pénale internationale serait-elle désormais en train de prendre les relais de la mission civilisatrice au nom de laquelle la traite négrière, puis la colonisation et le néocolonialisme se sont trouvés justifiés comme voie pour sortir l'Afrique de la préhistoire? Sur un autre plan, la justice pénale internationale représentait-elle une nouvelle variante du plan d'ajustement structurel destiné à mener l'Afrique à opérer des choix, cette fois non pas sur le plan de son pseudo-développement économique, mais plutôt de l'institution des États de droit démocratiques sous la matraque de l'Occident? Je termine mon propos par vous révéler, ainsi que vous l'aurez compris, que le CERDIA se constitue aussi progressivement en une école de pensée dont le postulat méthodologique est basé sur le criticisme juridique. Le credo qui sous-tend cette approche du droit est simple, du moins en apparence. En effet, nous partons toujours de l'idée selon laquelle, derrière n'importe quel discours, institution ou manifestation d'un phénomène juridique, se cachent toujours et inévitablement des présupposés d'ordre idéologique, culturel, économique ou stratégique, bref, des motivations puissantes dont l'élucidation permet de clarifier l'essence et la portée exacte de la conception ou, le cas échéant, de la transformation d'un système juridique donné. Dans cet ordre d'idées, il est particulièrement indispensable, lorsqu'on veut saisir la portée exacte d'un phénomène comme la justice pénale internationale, ou d'un débat juridique comme celui auquel on va avoir droit ce matin, d'identifier ces motivations afin de les relier au groupe d'intérêts dominants qui en tirent un bénéfice direct ou indirect. Dès lors, c'est la définition officielle même de notre rôle en tant que juriste qui change radicalement. Il nous autorise et oblige dans cette perspective à présenter nos propres productions intellectuelles, à être originales, à être prophétique, alors que la définition ordinaire de la fonction juridique est très différente. Elle demande à ces derniers de se comporter en porte-parole du système établi et de rapporter les discours consacrés et ritualisés pour des fins de légitimation du pouvoir établi. Le philosophe Éric Weil avait l'habitude de dire qu'il ne se considérait que comme un nain scientifique monté sur les épaules de deux géants, Emmanuel Kant et Friedrich Hegel. Cela veut dire que tout ce que j'ai dit jusqu'à présent ne serait donc dans une certaine mesure qu'une somme de balbutiements sur les propos. Je préfère vous laisser vous abreuver directement à la source des deux géants sur la question. J'ai été moi-même enseigné par l'un comme l'autre. Je discute régulièrement avec l'un d'entre eux, l'un comme l'autre d'eux, soit dans des cadres beaucoup plus formels, soit à titre purement privé, depuis qu'ils me font honneur de m'assimiler généreusement à leurs collègues. Je connais donc les points de vue de chacun, et parfois je les ai provoqués délibérément en introduisant cette conférence. Le collègue Éric David est l'un des grands promoteurs de la loi belge dite de compétence universelle, dont les tentatives avortées de mise en œuvre ont donné lieu à une jurisprudence de principe sur les immunités en droit international, à marge de l'arrêt rendu par la CIJ dans l'affaire du mandat d'arrêt, notoirement connue sous le nom de l'affaire Hérodia. Or, cette loi a depuis lors évolué, et donc, on saura si Éric David lui-même a évolué. Nyabirungu Mwene Songa, notre éminentissime pénaliste congolais, est un grand défenseur de la légitimité de la CPI, au point qu'il a même toujours balayé d'un revers de la main les prises de position des dirigeants africains de l'Union africaine en rébellion contre cette institution, au motif qu'elle ne reflète pas les sentiments profonds de l'opinion publique africaine. Or, permettez-moi une digression en vous rappelant que la science évolue dans les creuset des doutes et soupçons. Par exemple, c'est en postulant l'existence d'un vide dans la nature que Isaac Newton est parvenu à énoncer sa très célèbre loi de la gravitation universelle. Mais il n'empêche qu'en rédigeant une lettre à un jeune théologien de Cambridge, il se demanda tout de même ce qu'il pouvait en être si le vide existait. Et justement, plus d'un siècle après, Michael Faraday, une autre sommité de la physique anglaise, va approfondir ses doutes et mettre au jour l'idée que le vide existe,
ce qui lui a permis de développer la théorie du champ magnétique grâce à laquelle il a révolutionné le monde par la production de la lumière électrique. Tout ceci pour vous dire que très récemment, j'ai cru comprendre, à l'issue d'une de nos discussions habituelles avec les Noyens Nyabirungu, qu'il commençait quand même à se torturer la conscience avec des questions sur la prétendue neutralité de la CPI. Et donc, quel que soit le point de convergence entre nos deux conférenciers, qui sont par ailleurs nombreux, vous l'aurez compris, ils sont tous défenseurs de la justice pénale internationale, ou des divergences qui les caractérisent, ils partent chacun d'une perspective théorique et culturelle très différente. Et c'est en cela que réside la richesse de cette conférence, à laquelle je vous convie à suivre avec intérêt. Je vous en remercie. Après ce mot introductif qui a suscité plus d'une interrogation sur le fonctionnement même de la Cour pénale internationale, je ne vais pas le dire de cette manière, mais j'ai envie de dire, Monsieur le représentant de la représentation de la CPI à Kinshasa, à la barre. Au nom de la Cour pénale internationale que je représente, je remercie les organisateurs de cette journée consacrée à la justice internationale pénale et en particulier à la CPI. C'est ici l'occasion de souligner notre ferme volonté à collaborer avec toute autre organisation intéressée à promouvoir les questions sur la justice internationale pénale, particulièrement celles concernant la Cour pénale internationale. La conférence à laquelle nous allons assister aujourd'hui vient après la campagne dénommée du 7 juillet, la justice, une affaire de tous, que nous avons menée durant tout le mois de juillet. Et parce que la justice est une question qui touche toute âme sensible au vu de la gravité des crimes, parce que la justice nous concerne, nous tous, au vu de l'ampleur des crimes de la compétence de la Cour pénale internationale, parce que cette justice est tout simplement une affaire de tous au vu de la capacité de certains crimes de mettre en péril la paix et la sécurité dans un pays ou dans une région, parce que la Cour prend en compte, entre autres, le besoin spécifique, notamment des femmes victimes, et soutient aussi la participation des victimes. Quoi donc de plus normal que de soutenir l'action de la Cour pénale internationale? Oui, il y a un constat incontournable. La Cour pénale internationale n'est saisie pour l'instant que des dossiers qui concernent l'Afrique. Et si le bureau du procureur proteste qu'il enquête aussi sur d'autres régions, par exemple la Colombie, et tout à l'heure le professeur a parlé de la Palestine, il ne travaille pas encore sur les allégations des crimes de guerre commis, par exemple, par les Américains en Irak, les Russes en Tchétchénie, ni ne risque de pouvoir le faire tant que ces deux puissants n'auront pas ratifié le statut de Rome et auront leur droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais c'est une erreur d'y voir l'empreinte d'un péché, je dirais, originel, néocolonial, comme l'ont prétendu certains. Excusez-moi. Comme l'ont prétendu certains, notamment certains leaders de l'Union africaine, qui doivent manifestement plus aux circonstances qu'à une analyse réfléchie. Comment, en effet, oublier cette évidence qu'en jugeant les responsables des crimes de masse commis en Afrique, la CPI ne sert pas particulièrement les intérêts des pays du Nord, mais bien ceux des Africains, en œuvrant pour le rétablissement de la justice et de la paix dans les régions dévastées par une violence extrême. Que les victimes auxquelles il s'agit ou dont il s'agit, au sens strict de rendre justice, sont des populations africaines. Comment encore passer sous silence qu'à part le cas du Soudan et de la Libye, ce sont les gouvernements africains eux-mêmes qui ont saisi le bureau du procureur en lui demandant de venir chez eux
enquêter sur des crimes de masse que leur justice interne ne parvenait pas à juguler. Il ne s'agit pas ici, évidemment, de tomber dans une sorte d'angélisme, que face à la justice internationale, il y ait deux poids, deux mesures. Les victimes de la Palestine, par exemple, ou de Tchétchénie, ou du Tibet, qui mériteraient plus d'urgente attention qu'elles n'en obtiennent, sont là pour en témoigner. Les relations internationales n'ont pas été transformées d'un coup de baguette judiciaire magique. Elles restent soumises au rapport de force de la géopolitique. Les juges sont de nouveaux acteurs dans l'ordre international, mais ils n'ont pas remplacé les diplomates et les généraux. Mais est-ce de leur faute? Est-ce leur faute? Ce n'est pas à la Cour pénale internationale qu'il faut reprocher d'avoir un champ d'action encore limité. Au lieu de la menacer et de saper son autorité, les États du Sud, donc les nôtres, feraient mieux, au contraire, de travailler à élargir ce champ, rendant de plus en plus illégitime l'impunité dont bénéficient certains puissants. Car les chefs de nos pays du Sud ne s'en rendent peut-être pas encore compte, mais la Cour pénale internationale est une arme formidable que leur donne le droit international contre d'éventuelles velléités bellicistes de certains États ou de certains États du Nord ou d'ailleurs. Si l'Irak, par exemple, avait ratifié le statut de Rome, les armées américaines ou anglaises se seraient peut-être comportées différemment. Qu'Israël refuse de rendre des comptes à la justice internationale, il lui faudrait alors rester à l'intérieur de ses frontières si tous ses voisins arabes reconnaissaient la CPI. Mes chers amis, le temps a changé et en 2014, même s'il refuse de ratifier le statut de Rome, un pays qui revendique un minimum de crédit sur la scène internationale ne peut tourner complètement le dos à la justice pénale internationale. Si le rythme de ratification semble ralentir, nous en sommes à 122 ratifications à 12 ans de l'entrée en vigueur du statut de Rome, un résultat sur lequel le plus optimiste n'aurait pas parié il y a encore bien peu. Bien sûr, trop de grands manquent encore à l'appel, et non des moindres, États-Unis, Russie, la Chine. L'objectif pour les milliers d'organisations membres dans le monde entier de la coalition pour la CPI reste d'atteindre un jour la ratification universelle. Pourtant, même si cet objectif est atteint, il est probable que cela ne résoudra pas le problème d'image de la CPI, l'image d'une cour qui ne s'occupe que des pays du Sud. Non pas qu'on doive craindre qu'elle se laisse instrumentaliser par les puissants, le problème a une racine beaucoup plus complexe, il est lié à ce que le statut de Rome appelle principe de complémentarité, qui permet d'échapper aux foudres de la Cour, non pas par ruse, mais par vertu. Selon ce principe, la CPI n'intervient dans un pays que si la justice locale ne le fait pas. Soit qu'elle ne le puisse pas, par exemple faute de moyens, soit qu'elle ne le veuille pas. Autrement dit, s'il veut réellement échapper à la CPI, il suffit à n'importe quel État, et l'on pourrait faire cette remarque notamment au Soudan, de se doter d'un système judiciaire sérieux, indépendant, effectif. Bien sûr, il revient en dernier lieu à la CPI de vérifier que cette justice nationale n'est pas qu'un masque creux, impuissant ou complaisant, auquel cas elle peut reprendre la main sur une situation ou une affaire. Et l'on peut dire, sans trop forcer les traits, que les systèmes judiciaires sont globalement plus efficaces dans le Nord et souvent impuissants quand on se rapproche des principales zones de conflit. Voilà pourquoi ce problème d'image d'une cour s'occupant du Sud plus que du Nord restera sans doute encore longtemps l'effet pervers d'un mécanisme vertueux. À la fois vraie et fausse, cette image ne doit pas masquer l'essentiel.
Le statut de Rome a créé un système global reposant sur deux piliers que sont la justice internationale d'un côté, les justices nationales de l'autre, destinées à faire cesser l'impunité en matière des crimes internationaux. Seul cet objectif importe. Qu'elle soit nationale ou internationale, la justice n'a jamais été un acteur comme les autres. Dénuée d'objectifs propres, en dehors de l'application du droit, elle n'est qu'un instrument entre les mains de ceux qui la saisissent. Ceux qui lui reprochent d'être instrumentalisés par le Nord contre le Sud ont la réponse entre leurs mains, qu'ils prennent leur place, toute leur place, dans le fonctionnement de cette Cour pénale internationale, qu'ils offrent ce nouveau recours aux victimes de leur raison. Je vous remercie. Nous abordons la partie la plus austère de la journée. Ainsi, mesdames et messieurs, je vais vous présenter les deux orateurs avant de passer la parole successivement à l'un à l'autre pour l'enseignement qu'ils vont nous donner. Je commence par Éric David, notre hôte, venu du plat pays. Éric David est titulaire de plusieurs enseignements, non seulement à l'ULB où il est vraiment l'un des piliers, mais aussi dans beaucoup d'autres établissements universitaires scientifiques étrangers, dans des académies, dans des centres de recherche, mais aussi consultant et expert d'un certain nombre de commissions qui s'occupent de la matière qui est celle au cœur de son travail. Comme scientifique, Éric David est connu essentiellement, moi la première fois que je l'ai connu, c'était au sujet des principes, des fameux principes du droit international des conflits armés, et qui en sont aujourd'hui à leur 5e édition, la 6e étant en préparation. Ça montrait que c'est devenu vraiment un pilier, et cet ouvrage a été couronné par un prix international. Éric David est devenu déjà professeur émérite, mais continue de garder, à cause de l'utilité qu'il a au sein de l'université de l'ULB et du Centre de droit international et de sociologie relative au droit international, un enseignement important dans cette université pour que nous pensions qu'il n'est pas encore vraiment retraité. À part les principes du droit des conflits armés dont je parlais tout à l'heure, parmi ces grandes publications, on peut citer un ouvrage relatif à un sujet qui nous était très crucial dans notre pays, Mercenaires et volontaires internationaux en droit des gens. Les volontaires internationaux, ça peut être des activistes, ça peut être des ONG qu'on considère sous d'autres cieux comme des mercenaires, alors qu'en réalité, il a mis ici en parallèle deux entités tout à fait contradictoires. Éléments du droit pénal international et européen, qu'il a également publié depuis 2009, et un nombre important d'articles dont je vous fais l'économie. Je vais vous serez témoin vous-même de la richesse de sa pensée dans sa conférence de tout à l'heure. Aussi, je vais passer rapidement à Raphaël Nyabeongu Mwenasonga, le doyen de notre faculté, qui est connu de tout le monde ici et qui, du droit international, du droit pénal congolais, est passé au droit pénal international, assure les deux d'ailleurs, les deux enseignements, et a publié des ouvrages dans les deux secteurs qui font aujourd'hui autorité. Le doyen a suivi certainement certaines idées sur la mise en commun de la science et de la politique, parce qu'après avoir été député dans notre Assemblée nationale, il a dirigé des cabinets ministériels et aujourd'hui, je crois qu'il se trouve beaucoup mieux dans le domaine scientifique qu'il a regagné pleinement et je l'en félicite. Ainsi, je vais passer, c'est pour gagner aussi un peu de temps, je vais passer à
Éric David pour son exposé intitulé « La place de l'Afrique dans le développement du droit international pénal à travers l'activité de la Cour pénale internationale ». David, Éric, je vous passe rapidement la parole pour que vous nous enseigniez. Alors, ce que je vais dire est peut-être un titre moins précis que celui qui a été énoncé tout à l'heure. C'est-à-dire que je voudrais surtout parler de la Cour pénale internationale et de l'Afrique, et notamment des réticences, des hésitations, des mouvements de mauvaise humeur, sinon d'irritation. Je ne dirais pas de l'Afrique, mais en tout cas de certains dirigeants africains par rapport à la Cour pénale internationale. C'est de cela dont je voudrais vous entretenir, et au fond, je vais dans une très large mesure d'ailleurs répéter ce qui a déjà été dit aussi bien par le professeur Mingashang que par le représentant de la Cour pénale internationale, avec qui je crois que je suis largement en accord. Vous savez, les rapports de la Cour pénale internationale et de l'Afrique rappellent un petit peu, ou suggèrent, font penser un petit peu à ceux d'un vieux couple, des rapports d'amour et de désamour. Ah, mais que les vieux couples se rassurent, hein, j'en fais partie, cette comparaison est plus caricaturale que réelle. Mais je voudrais d'abord considérer, ce sera le plan de mon exposé, d'abord ces relations d'amour, puis ces relations de désamour, avant de voir ensuite si cet accès de mauvaise humeur d'un des partenaires du couple, ou en tout cas de certains États africains, est fondé, et avant de voir finalement, et ce sera le quatrième et dernier point, si l'on ne peut pas espérer un retour peut-être à plus de sérénité. Alors d'abord, l'amour de l'Afrique pour la Cour pénale internationale. Bien oui, c'est vrai que je ne dirais pas que la Cour pénale, que l'Afrique a entretenu une véritable passion pour la CPI, mais enfin, elle est quand même, les États africains sont le deuxième meilleur client du statut de la CPI quant au nombre d'États partis au statut. 34 États partis sur les 122 États partis à ce jour, après l'Europe, mais l'Europe considérée globalement. Il y a non seulement l'Union européenne, mais aussi l'Europe orientale, où il y a 40 États européens, qui géographiquement sont européens, dont les 27 États membres de l'Union européenne, 7 États de l'Europe orientale et 6 États d'Europe occidentale, mais qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Mais l'Afrique est certainement le premier client du statut quant au nombre d'habitants, puisque d'après les chiffres que j'ai puisés sur Wikipédia, j'adore Wikipédia, cela fait à peu près 772 millions d'habitants, contre approximativement, en additionnant de nouveau les chiffres que j'ai trouvés sur cette source, que j'estime d'ailleurs tout à fait irremplaçable d'informations, qu'est Wikipédia, d'autant qu'il m'arrive de corriger des notices sur Wikipédia, eh bien, je disais 772 millions d'habitants pour l'Afrique, contre 603 millions pour l'Amérique, 537 millions et demi pour l'Europe et 500 millions et demi pour l'Asie et le Pacifique. Amour, donc, certainement sur le plan quantitatif, amour encore quand on sait que les États africains ont été, au fond, quand on regarde la situation, l'histoire de l'Afrique avec la Cour pénale, les États africains ont été des modèles de militantisme pour la justice pénale internationale. C'est un État africain, vous le savez, le Sénégal, qui était le premier à ratifier le statut de la CPI. Ce sont des États africains encore qui ont été les premiers à déférer à la Cour pénale internationale, sur la base de l'article 14 du statut, la situation troublée régnant sur leur territoire, situation où étaient commis des crimes relevant de la compétence de la Cour. Ce fut le cas de ce pays-ci, de la RDC, mais aussi de l'Ouganda et de la République centrafricaine en 2004, et puis du Mali en 2012. Autrement dit, ces États n'ont pas attendu que le procureur prenne l'initiative d'ouvrir des enquêtes sur les crimes relevant de la compétence de la Cour et qui avaient été commis dans leur pays. Ils l'ont incité à le faire, ils ont incité le procureur à faire ce travail
en renvoyant à la Cour la situation de leur pays. Et c'est encore un État africain qui d'ailleurs a été le premier à reconnaître la compétence de la Cour, donc non plus en adhérant à son statut ou en ratifiant celui-ci, mais en faisant une déclaration de reconnaissance de compétence, qui est en effet une procédure prévue à l'article 12, paragraphe 3 du statut, pour que celle-ci puisse exercer sa juridiction à propos de crimes commis sur son territoire, alors que cet État n'était pas partie au statut, et ce fut le cas de la Côte d'Ivoire, qui a agi de cette manière en 2003, puis en 2010, puisque la Côte d'Ivoire n'a adhéré au statut qu'en 2013. Les États africains ne sont cependant pas les seuls à apprécier la CPI. Le Conseil de sécurité, malgré les réticences affichées de ses membres par ses membres permanents et qui ont été rappelées d'ailleurs dans les exposés introductifs, réticences des membres les plus puissants, États-Unis, Russie, Chine, eh bien, le Conseil de sécurité, malgré les hésitations de ces grands États, n'a pas hésité à renvoyer à la CPI, sur la base de l'article 13b du statut, deux situations d'États qui n'étaient pas partis au statut, à savoir le Soudan, Darfour en 2005 et la Libye en 2011. Et vu ce qui précède, il est donc guère surprenant que la CPI ait été saisie de 21 affaires, concernant donc des accusés bien particuliers, 21 affaires dans le cadre de 8 situations africaines, dont 2 seulement ont été portées devant la Cour à la suite de la seule initiative, cette fois-ci, du procureur, à savoir les affaires du Kenya et de la Côte d'Ivoire. Les inculpés qui ont été ainsi déférés à la Cour ne sont évidemment pas des seconds couteaux. Alors citons entre autres 2 présidents, un vice-président et un ministre en exercice, rapidement Omar al-Bashir du Soudan, Kenyatta et Ruto du Kenya, Amatsa Haroun du Soudan, des commandants de groupes rebelles, je vous épargne les noms, et des chefs de forces rebelles, un ancien Premier ministre de facto, je pense au fils Kadhafi, un ex-président, Laurent Gbagbo de Côte d'Ivoire. Et c'est ce zèle de la Cour, qui est à l'origine, finalement, du désamour, le deuxième point que je voulais aborder avec vous, le désamour de l'Afrique à l'égard de la Cour. C'est qu'en effet, à la suite de ces poursuites, les États africains, ou en tout cas certains d'entre eux, ont pris la mouche et ont vu dans les poursuites, surtout les poursuites dirigées contre des leaders africains, une forme de harcèlement qu'ils ont parfois qualifié de raciste. Ainsi, le 29 juin 2012, lors du sommet de l'Union africaine à Malabo, en Guinée équatoriale, le président de la commission de l'Union africaine aurait dit, je cite, « On a l'impression que la Cour pénale internationale ne vise que les Africains. Cela signifie-t-il que rien ne se passe, par exemple, au Pakistan, en Afghanistan, à Gaza, en Tchétchénie? Ce n'est pas seulement en Afrique qu'il y a des problèmes. Alors pourquoi n'y a-t-il que des Africains qui sont jugés par cette Cour ?» Fin de citation. Et alors une pétition pour le retrait des États africains de la CPI a été mise en circulation et un an plus tard, à l'issue d'un sommet de l'Union africaine, le 27 mai 2013, le président en exercice, le Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn, a accusé la CPI de mener une sorte de, je cite, une sorte de chasse raciale contre les Africains. Plus récemment, l'Union africaine et un groupe d'États africains ont même demandé au Conseil de sécurité d'ajourner les poursuites engagées contre les dirigeants du Kenya. Obligation de coopération qui s'impose donc aux États partis
ou à l'ensemble même des États membres des Nations Unies, en ce compris donc les États non partis au statut de la Cour, dès lors que certaines situations qui ont été renvoyées à la Cour l'ont été par le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, si c'est le Conseil qui renvoie une situation à la Cour, article 25 de la Charte des Nations Unies, tous les États conviennent d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité. Ce qui veut donc dire qu'en déférant une situation à la Cour, le Conseil de sécurité confère à la Cour, en quelque sorte, les pouvoirs que lui-même possède. La Cour devient en quelque sorte subrogée aux droits et obligations du Conseil de sécurité. Et c'est ainsi que le président al-Bachir n'a pas été arrêté et remis à la Cour pénale comme il aurait dû l'être dans une dizaine de situations. En 2009, il s'est promené tranquillement en Éthiopie, en Égypte, au Nigeria. En 2010, au Tchad et au Kenya. En 2011, à Djibouti, de nouveau au Tchad, ainsi qu'au Malawi. En 2012, il est en Libye. En 2013, il est au Koweït. En 2014, il est ici. Je ne dis pas à l'Unikin, mais en tout cas en RDC. Et personne ne l'arrête. Alors ces divers manquements ont d'ailleurs conduit la Chambre préliminaire de la Cour à en informer le Conseil de sécurité ainsi que l'Assemblée des États parties. Et ce mouvement de contestation soulève la question de savoir si la CPI est vraiment partiale dans le choix de ses cibles. C'est mon troisième point. Est-ce qu'il y a vraiment une vraie partialité que l'on peut reprocher à la Cour pénale? Alors c'est vrai que, ça ne fait aucun doute que la CPI, pour l'instant, s'est bornée à examiner des situations africaines. Mais je ne peux que répéter ce qui a déjà été dit, ce que je viens de préciser. Ceci résulte du fait que 4 des situations africaines ont été déférées à la Cour par les États africains eux-mêmes. 2 autres l'ont été par le Conseil de sécurité. Et il n'y a finalement que 2 situations dont la Cour a été saisie à la suite de la seule action, de la seule initiative du Conseil de sécurité. Et ceci, finalement, si on regarde d'un peu plus haut la situation, ceci est moins le fait d'une prétendue partialité de la Cour que du système actuel des relations internationales fondées, pour l'essentiel, fondées pour quoi? Fondées sur quoi? Les relations internationales, elles sont fondées sur quoi? Le droit international, il est fondé sur quoi? Mais évidemment, ce que j'enseigne quotidiennement aux étudiants, sur l'accord des États. La Cour n'est en effet compétente que pour des crimes commis sur le territoire des États partis au statut ou des crimes commis par des nationaux des États partis au statut, ou bien sur le territoire d'États non partis, mais dont la situation a été déférée à la Cour par le Conseil de sécurité. Et donc, dans un cas comme dans l'autre, c'est l'accord des États qui est sous-jacent à ces situations. Accord des États pour devenir partie au statut, accord des membres du Conseil de sécurité pour saisir la CPI, et accord de l'ensemble de la communauté internationale pour reconnaître au Conseil de sécurité les pouvoirs dont il dispose. Or, le nombre d'États africains partis au statut, conjugué au nombre de situations de violence graves survenues principalement dans des États africains, explique évidemment que ce sont uniquement des situations africaines qui, à ce jour, ont été soumises à la Cour. Mais, et on l'a dit, le représentant de la Cour pénale l'a rappelé tout à l'heure, le procureur ne s'intéresse pourtant pas qu'à l'Afrique. Si on regarde le site web de la Cour, on voit que le procureur mène des enquêtes préliminaires sur des situations concernant l'Afghanistan, la Colombie, la Géorgie, le Honduras, l'Irak, l'Ukraine, et encore une fois aussi, il y a aussi des États africains qui malgré tout n'échappent pas à cela, l'Union des Comores, encore que ce n'est pas pour les Comores que ça se passe, justement,
mais plutôt pour Israël dans ce cas-là, le Nigeria et la Guinée. Donc, outre ces 3 États, qui sont les États africains, il y a des situations en Asie, Afghanistan, Géorgie, en Amérique latine, Colombie, Honduras, qui interpellent également le procureur. Mais il faut le répéter que si l'Afrique garde, et on a envie de dire malheureusement sans doute, si l'Afrique garde la vedette, c'est aussi parce que ce continent connaît peut-être les contradictions socio-économiques ou connaît peut-être des contradictions socio-économiques plus fortes qu'ailleurs. Et que ces contradictions, ce sont elles qui génèrent des tensions violentes qui forment le terreau fertile, le terreau particulièrement fertile des crimes dont la Cour peut connaître. Alors certaines décisions du procureur ne restent pas moins, et ça c'est très clair, politiquement teintées. Ainsi, pourquoi est-ce que le procureur a refusé de donner suite à la reconnaissance de sa compétence par la Palestine en janvier 2009 ? Et là, je lance un regard accusateur vers le représentant qui nous fait la gentillesse et l'honneur d'être ici parmi nous ce matin. Je reprends ce que le procureur avait dit en 2012. Il a quand même fallu 3 ans pour arriver à cette conclusion que vous connaissez peut-être, où le procureur dit « C'est aux organes compétents de l'ONU ou à l'Assemblée des États parties qu'il revient de décider en droit si la Palestine constitue ou non un État aux fins d'adhésion au statut de Rome. » Voilà, donc ça dépend des Nations Unies. Eh bien, écoutez, si ça dépend des Nations Unies, vous devez savoir qu'avant 1945, il n'y avait pas d'État. Il n'y avait pas de Nations Unies, donc il n'y avait pas d'État pour dire si les États de la communauté de l'époque, de la Société des Nations, existaient. Non, il n'y avait pas d'État. Ça me rappelle d'ailleurs un merveilleux monologue, si on avait le temps, je vous le ferai entendre, j'ai dans mon ordinateur, fait par un magnifique Congolais, d'ailleurs de chez vous, c'est Dieudonné Kabongo, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça, qui explique, il dit... Vous voyez, il dit, je le dis très mal, hein, il faut l'entendre, il dit, c'est extraordinaire, il vient de mourir, hélas, il y a un an. Je suis noir, dit-il. Et il dit, je ne savais pas que je suis noir jusqu'au jour où des Blancs sont arrivés chez moi et ils se sont dit, oh, des Noirs. Et nous avons répondu, oh, des Roses. Et alors les Blancs ont dit, ah non, non, on n'est pas roses, hein, nous sommes blancs. Ah bon, alors c'est comme ça, dit-il, hein, je cite toujours mes mémoires, Dieudonné Kabongo, qui est un conteur merveilleux, hein, il dit c'est comme ça que nous avons découvert que nous étions noirs et que les roses étaient blancs. Et alors il dit c'est un petit peu comme les passages protégés pour piétons. Hein. Pourquoi ils sont blancs? Parce qu'à côté il y a des bordes noires. Enfin, ça continue comme ça. Bon. Il faut toujours m'arrêter parce que sinon, moi, une fois que je peux commencer à faire des anecdotes, je suis intarissable. Alors, le raisonnement, mais voyez-vous, le raisonnement, donc, comme je l'ai dit, du procureur, ça revient à dire qu'il n'y avait pas d'État avant les Nations Unies, ce qui est absurde, mais surtout, ce qui est plus grave, voyez-vous, c'est que en ne se saisissant pas alors du cas palestinien, eh bien, le procureur tend à justifier, évidemment, les critiques de l'Afrique à une cour qui, au fond, pratiquerait la politique, ou qui semble pratiquer, à cause de cela, la politique des 2 poids, 2 mesures, la politique du double standard. La question reste à l'ordre du jour, puisque, aujourd'hui, vous le savez, le ministre des Affaires étrangères de Palestine a rencontré tout récemment la nouvelle procureure de la Cour, Mme Fatou Bensouda, pour s'enquérir des différents mécanismes qui permettent à un État d'accepter la compétence de la Cour. Et ceci m'amène alors à mon 4e et dernier point, de l'espoir, point d'interrogation. Eh bien, le pas de clerc du procureur précédent, à mes yeux, ne justifie pas les distances que l'Union africaine et certains de ses membres prennent à l'égard de la Cour. Il est d'ailleurs significatif que ce qui semble surtout fâcher l'Afrique, c'est qu'on s'en prenne à ses leaders, à ses dirigeants, notamment les dirigeants kenyans. Et l'observateur extérieur ne peut s'empêcher de voir très intuitivement, très spontanément,
dans cet actuel mouvement de contestation de la CPI, une sorte de sainte alliance de ces dirigeants qui n'apprécient pas que les yeux bridés, ou en tout cas plus ou moins bandés, de la justice les prennent pour cible de ces foudres. Or, justement, un des principaux mérites de la justice pénale internationale est de pouvoir s'appliquer aussi bien aux puissants qu'aux faibles, sans être arrêté par des obstacles du type immunité de juridiction pénale des dirigeants étatiques. Mon collègue et ami Yvon, tout à l'heure, m'a rappelé le douloureux souvenir de l'affaire Yerodia. Il m'a demandé si j'avais évolué. Non, je n'ai pas évolué. Je maintiens envers et contre tout que Yerodia ne devait pas bénéficier, je ne sais pas qu'il n'est pas dans cette salle, ne devait pas bénéficier de l'immunité de juridiction qu'il revendiquait. J'ai fait valoir des arguments que j'estimais solides comme du roc et que je maintiens aujourd'hui comme étant solides comme du roc, d'autant plus qu'il y a un argument que je n'ai pas fait valoir, c'est que le Congo lui-même était d'accord avec moi. C'est que lorsque ce genre de question est venue devant notamment l'Assemblée générale des Nations unies à propos du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité de la Commission du droit international, ou à propos des principes de Nuremberg, tels qu'ils avaient été définis en 1950, toujours par la Commission du droit international, et où on écartait l'immunité de juridiction pénale d'un chef d'État ou d'un haut dirigeant étranger, comme aussi Yerodia, bien le Congo n'a absolument... Enfin, en 1950, c'est difficile. Mais en 1996, c'était plus facile. En 1996, le Congo n'a pas protesté contre cela. Il n'a pas contesté cela. C'est ce qu'on appelle un accord. Et donc, voilà. Mais il n'y a rien à faire. Duralex cède lex, et la Cour internationale de justice, pour qui j'ai le plus grand respect, a dit que M. Yerodia bénéficiait de son immunité de juridiction, et donc je ne peux bien sûr que répéter ce que la Cour a dit. Mais ce qui est surtout très rassurant, c'est que finalement, au-delà d'un certain nombre de protestations, d'hésitations, de mouvements de mauvaise humeur de la part de l'Afrique, il est clair que l'opinion publique africaine, elle ne se laisse pas abuser par les gesticulations des politiques, et elle fait entendre sa voix pour une vraie justice qui n'épargne pas plus les grands que les petits. La société civile africaine, en tout cas, a réagi parce que déjà on lisait, et je reprends ici un extrait que l'on trouve le 7 octobre 2013 sur le site de Human Rights Watch, lorsque la société civile africaine a appris que certains États africains faisaient une action pour que le Conseil de sécurité suspende les poursuites dirigées contre les dirigeants africains. Eh bien, dans une lettre, je cite ici Human Rights Watch, dans une lettre rendue publique aujourd'hui, 130 organisations de toute l'Afrique ont appelé les pays africains, membres de la Cour pénale internationale, à affirmer leur soutien à la Cour. Et 3 jours plus tard, ces 130 organisations sont devenues 163 associations situées dans 36 pays africains qui avaient signé cette lettre. La conclusion est donc simple, il ne faut pas perdre espoir. En Afrique, comme dans le reste du monde, nombreux sont ceux qui croient encore à l'état de droit et qui luttent pour son avènement.